messieurs, ravis de vous retrouver et un nouveau thème qui nous intéresse. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui est le climat, puisque plus de 190 pays ont convenu de mesures à suivre pour la protection de l'environnement et du climat, et ce, lors de la conférence de Paris. Ils se sont concertés pendant une dizaine de jours et sont sortis avec des résolutions importantes que nous allons discuter aujourd'hui avec monsieur Gamil Badra, analyste politique. Donc, monsieur Gamil Badra, nous sommes ravis de vous avoir avec nous tout d'abord. Et puis, on voudrait, comme on l'a annoncé au début de l'émission, parler des résolutions ou des décisions importantes qui ont été prises lors de la conférence de Paris. Ensuite, on parlera en détail des problèmes vraiment qui font... on ne peut pas trouver de mots adéquats autres que qui terrorisent le climat aujourd'hui. Je suis très ravi aussi d'être avec vous. Merci pour votre invitation. Et en fait, à Paris, eut lieu entre le 30 novembre et le 11 décembre les réunions des Nations Unies qui a rassemblé plus de 190 pays en vue de lutter contre le réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète veut dire que la température moyenne de la couche gazeuse tout autour de la Terre augmente graduellement, ce qui cause un danger. Et cette conférence avait pour but de lutter contre cette augmentation et de prendre des mesures nécessaires par les gouvernements et par les citoyens en vue de garder un maximum de 2 degrés centigrades parce qu'au-delà de 2 degrés, la vie sur Terre peut être en danger. Mais vous allez me dire, quelle relation y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire un réchauffement? Qu'est-ce que ça veut dire une température moyenne de la couche gazeuse? On ne parle pas de la température journalière qui peut être 35-40 degrés, puis qui peut tomber à 20 degrés. On parle de la température moyenne tout le long de l'année. Dieu a créé la Terre stable, avec le contenu de gaz, d'oxygène, de nitrogène dans l'air qu'on inspire, mais aussi il y a des gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre, comme, je donne un petit exemple, je vais essayer de simplifier pour ne pas compliquer les téléspectateurs, mais je vais essayer de toucher ça du point de vue chimie, physique, à base, comme ça tous les spectateurs puissent comprendre qu'est-ce qui se passe. Les gaz à effet de serre, qui est le carbone, le dioxyde de carbone, le CO2, et le H2O, la vapeur d'eau, qui se trouve dans l'air que nous inspirons. Mais il se trouve à des taux bas, c'est-à-dire à des taux qui permettent que le soleil, qui chauffe la Terre chaque jour en envoyant des rayons journalièrement, ces rayons incluent la lumière visible, les rayons infrarouges, les rayons ultraviolets, ces rayons infrarouges qui chauffent la Terre. Mais le taux de gaz carbonique, CO2 et de vapeur d'eau permet la réflexion de la chaleur incidente pour stabiliser cette température. Le jour où le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau augmentent à un certain pourcentage et dépassent la limite, ils vont serrer les gaz à effet de serre, ils vont garder cette température. Et c'est ce qui cause le réchauffement. Mais qu'est-ce qui cause l'augmentation de ce taux? Il y a 2 facteurs essentiels. Premièrement, l'industrialisation. Deuxièmement, la déforestation. Je commence par la déforestation qui est plus simple. Les arbres tout autour, il y a la tige, il y a les branches, il y a les feuilles. Chaque feuille verte contient de la chlorophylle. Cette chlorophylle, avec la lumière solaire, transforme par la photosynthèse le gaz carbonique de l'air en oxygène, ce qui fait que le gaz carbonique est réduit. Si on fait la déforestation, si l'urbanisation, on contribue à ce que le gaz carbonique dans l'air garde au même niveau et ne diminue pas. D'autre part, ce qui est plus compliqué, l'industrialisation. Mais quelle relation a-t-il entre l'industrialisation et le gaz carbonique et la vapeur d'eau? L'industrialisation qui a commencé, ça fait plus de 550 années, est une chose essentielle, indispensable aux citoyens qui vivent sur la Terre. Parce que sans l'industrialisation, il n'y aura pas des industries, des avions, des voitures, de la commodité, le confort que nous avons dans la vie journalière. Mais l'industrialisation a besoin d'énergie. Cette énergie, c'est l'électricité. Pour rendre les choses très simples aux téléspectateurs aussi, l'électricité est produite par la loi de Fleming. Un mouvement, un champ magnétique et l'électricité. Le mouvement, c'est la turbine. Cette turbine qui est couplée à un générateur. Mais comment peut-on tourner cette turbine? Différents moyens. Des chutes d'eau, c'est bon.
comme nous avons le haut barrage en Égypte, et tous les barrages dans le monde. Le vent, l'énergie éolienne. Et nous avons, si vous montez à Gouna, vous allez trouver les moulins tout le long du voyage. Mais est-ce que l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne, l'énergie de l'air, sont suffisantes? Jamais. Parce que toutes ces deux, en plus de l'énergie solaire, en plus de l'énergie nucléaire, ne contribuent que 20% de la consommation totale de l'énergie dans le monde. Les 80% sont produits par ce qu'on appelle la combustion des produits pétroliers, la combustion du gaz naturel, la combustion du charbon. Et une combustion, ça veut dire une réaction avec l'oxygène, un composé d'un élément de carbone avec l'oxygène qui donne du CO2 et de la vapeur d'eau. Ce qui fait qu'on ne peut pas s'en passer de l'industrialisation, qui a besoin d'électricité, qui est fournie à 80% par cette combustion, qui produit les gaz à effet de serre, et c'est ça le cercle où nous sommes aujourd'hui. Et malheureusement, nous sommes dans l'impasse ici. Mais il faut prendre des mesures, et des mesures efficaces, et des mesures soudaines pour essayer de réduire le taux de gaz carbonique et le taux de vapeur d'eau dans la couche gazeuse terrestre. Mais on a aussi des problèmes importants dans l'atmosphère comme la fonte des glaces et aussi la sécheresse dans certains pays. Et cette fonte des glaces aussi, elle va causer la disparition de certains territoires. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et Dieu a créé l'être humain à une température moyenne de 37 degrés. Le jour où la température de l'être humain, vous, moi, tous les êtres humains, arrive à 42 degrés centigrades, on ne peut plus vivre, on est mort. De même la Terre, si la Terre, la couche gazeuse tout autour de la Terre, qui a une température moyenne aujourd'hui liée à un taux de pourcentage de gaz à serre, de CO2, de H2O, si cette température moyenne augmente de 2 degrés, c'est bon, il y aura un peu de fonte. Mais si elle aboutit 5 degrés centigrades, regardez quelle ressemblance entre la Terre et le corps humain. Si elle aboutit 5 degrés centigrades, la vie sur la Terre devient plus possible, inexistable. Parce que les glaciers, les montagnes glaciaires qui existent au pôle Nord et au pôle Sud vont fondre. Et malheureusement, ça peut être le cas, pas aujourd'hui, pas dans 30-40 années, mais c'est le cas pour les générations qui vont suivre. Dans 100, dans 200 années, il faut aussi qu'on pense aujourd'hui, nous, les responsables, qu'ils pensent à l'avenir des générations, de nos enfants, de nos grands-enfants, pour une meilleure vie sur la Terre, une vie stable. Donc, face à tous ces défis aujourd'hui, qu'est-ce qui a été décidé à la conférence de Paris? Absolument. Alors, ce qui a été décidé, c'est qu'il faut trouver en place des 80% qui sont produits par l'énergie des fossiles, la combustion des fossiles, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, des sources d'énergie renouvelables. Comme quoi? Comme l'énergie nucléaire. Mais l'énergie nucléaire a aussi ses défauts parce que les déchets nucléaires radioactifs peuvent causer la contamination de la Terre. De l'énergie renouvelable comme l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, l'énergie éolienne, l'énergie de la biomasse, comme l'éthanol qui provient de la fermentation de la molasse. La molasse est un produit des cannes à sucre. L'énergie géothermique. Et l'énergie solaire. Et l'énergie solaire, ça c'est très important, que nous jouissons ici en Égypte et dans les pays tropicaux qui jouissent de cette énergie. Il y a 200 kilocalories par centimètre carré par année qui tombent sur l'Égypte. C'est une énergie qui est très élevée, mais elle doit être commercialisée. Le jour, on peut produire toujours de l'énergie solaire, absolument. Mais quel sera le prix de coût du kilowatt par heure? Ça, c'est le point important. Comment peut-on produire de façon commerciale pour que le citoyen puisse payer les frais de l'énergie qui provient de l'énergie solaire. Alors il y a différentes sortes d'énergie qui peuvent remplacer, pour réduire les 80% à un taux inférieur. Il faut des recherches, il faut de la finance, des gouvernements, il faut que ces organisations, que les Nations Unies qui était le patron de cette conférence, puissent vraiment financer tous les centres pour essayer de réduire la production, la combustion qui produit les gaz à effet de serre et d'augmenter le besoin d'énergie de la planète. Le besoin d'énergie de la planète est autour de 100 000 TWh par année. Nous entendons beaucoup parler de kilowattheure. Kilowattheure, c'est 1000 watts. Méga, c'est 1 million. Giga, c'est 10 à l'exposant 9. Terawatt, c'est 10 à l'exposant 12. On parle de 100 000 terawatts. Comment peut-on produire une partie, de réduire ces 80% et d'augmenter la source de l'énergie pour produire l'électricité, de l'énergie renouvelable?
Mais certains experts ont dit que le monde, il y avait une volonté internationale de ne pas aider les pays qui possèdent le soleil, justement, à développer cette énergie solaire, de peur que cette énergie ne leur soit pas exportée plus tard et qu'ils aient le plein contrôle de cette énergie. Vous savez, il y a toujours la politique qui joue derrière. Les tendances des résultats de recherche, si on a réussi à produire une certaine énergie de l'énergie solaire et que pour une raison ou une autre, il y a dans les coulisses certaines raisons politiques, les superpuissances peuvent toujours faire ce qu'elles veulent. J'en doute que ça pourrait être le jour, on pourrait voir le jour où on peut empêcher une chose pareille parce que si on peut vraiment commercialiser l'énergie solaire, eh bien, ça serait dans l'intérêt du monde entier, ça serait dans l'intérêt de la planète. L'intérêt de la planète que eux, les superpuissances ou autres, y participent dans le même climat. Alors, on espère que ça pourrait... Mais l'essentiel, c'est que on puisse produire de l'énergie renouvelable, de l'énergie solaire, ce qu'on a besoin, mais de façon commerciale. Les gouvernements peut-être peuvent financer, peuvent payer la différence pour le citoyen. Le citoyen aussi a un rôle, ça c'est un des résultats de la conférence de Paris. Et que le citoyen, on peut réduire la consommation d'électricité, ça contribue à réduire la facture à la fin du mois, mais aussi à réduire la consommation d'électricité. On peut changer les lampes normales en des lampes fluorescentes. On peut planter devant chaque maison un arbre. Un arbre veut dire une feuille verte. La feuille verte qui contient la chlorophylle et qui cause la photosynthèse pour absorber le gaz carbonique. On peut prendre les moyens de transport autant que possible. Je sais que peut-être en Égypte c'est un peu difficile, mais dans le monde entier, on peut monter à bicyclette. Dans certains pays, aller à bicyclette, c'est une chose très commune. En Hollande, en Chine, en d'autres pays. Le citoyen a un rôle, a un devoir pour contribuer à ça. Les États, les organisations, les centres de recherche, c'est tout un paquet. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse aboutir à un réchauffement avec un maximum de 2 degrés. Ça, c'est le grand maximum. Je parle de centaines d'années qui suivent. Si on continue, si le taux de combustion qui produit l'électricité, les gaz à serre, continue de la même façon, la Terre sera réchauffée en 2 siècles. En 2 siècles, ça c'est théorique, ça c'est académique ce que je raconte. En 2 siècles, il n'y aura plus de terre parce que comme vous venez de dire, les glaciers, les montagnes glaciaires vont fondre tout à fait et vont inonder cette belle planète là où nous vivons. Mmh. Mais pour adopter les mesures que vous avez mentionnées tout à l'heure, comme planter un arbre, prendre la bicyclette, prendre les moyens de transport au lieu de prendre les voitures, ça demande une intervention de la part du gouvernement. Puisque si nous parlons de cela, par exemple, si je prends le cas de l'Égypte, il faudra tout d'abord améliorer les moyens de transport pour que les gens puissent s'en servir. Et il faudra aussi prendre les mesures pour les voitures qui sont vendues à échéance, que Absolument. tout le monde peut acheter maintenant. Et nous voyons 4 ou 5 familles, 4 ou 5 voitures par famille. Ouais. Dans certaines familles, je ne dis pas que c'est le cas de tous les Égyptiens, mais nous avons un nombre de voitures énormes au Caire, par exemple. Il y a aussi des voitures qui sont très anciennes, qui polluent énormément l'atmosphère. C'est-à-dire que le gouvernement il doit être très vigilant à ce genre de choses pour essayer au moins de réduire ces pratiques nuisibles en vue de diminuer cette pollution qu'on a de partout maintenant. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Et ça, c'est la relation entre le rôle du gouvernement et le rôle du citoyen. On commence par l'éducation, comment on peut éduquer le citoyen et comment on peut financer pour aider le citoyen à vraiment pratiquer et à pratiquer ce qu'on devrait faire. On ne peut pas demander à un citoyen de prendre le bus, le métro souterrain alors qu'il n'y a pas. Qu'il n'y a pas, que ce soit qu'il n'y a pas de ligne ou que ce soit même qu'il y ait les congestions, vous savez, le trafic, etc. Et, tout à fait d'accord. Mais on commence par l'éducation et puis on commence par vraiment améliorer les services. Améliorer ce service parce que c'est excessivement important. Mais l'Égypte, c'est une partie, c'est un pays des 190 pays qui ont participé. On peut faire peut-être dans d'autres pays parce que c'est un paquet. C'est une agglomération de différents efforts dans différents pays de différentes façons. Ce qu'on peut faire en Suisse, en Europe, en Amérique, on ne peut pas le faire en Égypte et vice-versa. On ne peut pas demander aux Américains de monter à bicyclette. Pas possible. Mais on peut demander ça aux Européens. C'est un peu difficile. Alors chaque pays aura un rôle différent à l'égard de contribuer
pour vraiment que le citoyen mondial, c'est international, il y a eu un protocole suite aux réunions de Paris, un protocole international, un protocole universel, un protocole durable des devoirs que les États, les associations, les organisations, les Nations Unies et le citoyen devraient faire. Et tout rassembler devrait vraiment mettre une limite à ce réchauffement. Cette limite, comme je viens de dire, est reliée au taux de gaz à serre, qui est relié à l'industrialisation, qui demande de l'électricité produite par la combustion. C'est tout un paquet, c'est toute une chaîne. Et heureusement, ici en Égypte, malgré que nous avons mentionné qu'il est peut-être un peu difficile pour les citoyens de faire tout ça, mais les chutes d'eau, nous avions le barrage d'Aswan. Nous étions un des premiers dans les années 1960 à faire les hauts barrages en coopération avec la Russie. Et nous produisons des chutes d'eau, nous produisons de l'énergie éolienne, comme je viens de dire, tout le long de la route à Gouna, à Hurghada. Et nous avons le nouvel accord pour la station nucléaire avec la Russie qui bientôt sera en marche. Oui. Alors je crois que sur d'autres plans, l'Égypte a déjà fait des étapes en avance. Et pour la conférence de Paris, si je retourne à cela, est-ce qu'ils ont mis un mécanisme de suivi pour voir l'année prochaine, par exemple, les efforts qui ont été déployés par les pays? Absolument, c'est une très bonne phrase que vous venez de mentionner maintenant, parce que c'est chaque année plus ou moins qu'on se rend compte. Il y a des protocoles, on a commencé par le Kyoto, ça fait plus de 20 ans, puis à Copenhague, à Stockholm. C'est chaque année, chaque 2 années qu'on se rassemble, qu'on se réunit, le même nombre de pays, pour essayer de revoir, de suivre les actions, le plan d'action. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et essayer d'améliorer, essayer de modifier, essayer d'ajouter, essayer de retirer. C'est une suite par des professionnels, par des chefs d'État. Nous avons vu la conférence de Paris n'était pas par des exécutifs normaux. Il y avait le président Obama, il y avait Madame Merkel, Monsieur François Hollande de la France, et tous les exécutifs. Et le président El-Sisi. Et le président El-Sisi, notre cher président, qui a participé. Et vraiment, c'est une chose qui inquiète. On parle de conférence de paix, on parle de conférence d'économie, on parle de conférence de sécurité, mais en oubliant que notre vie sur Terre, pas notre vie que dans les 50 années qui viennent, la vie sur Terre dans les 2 siècles qui viennent est en danger. Ces conférences sont aussi importantes que les conférences pour l'économie, pour la paix, etc. Parce que ces conférences concernent la vie sur la Terre. Et la vie est un don que Dieu nous a donné. Il faut que les citoyens, les gouvernements puissent protéger ce don, puissent améliorer le style de vie, puissent protéger cette belle atmosphère qui nous entoure, cette couche gazeuse, afin que la vie sur Terre soit saine, soit aisée, soit agréable, soit confortable et puisse continuer pour des générations. En fait, quand le président est rentré de Paris, il a parlé à la télévision de la conférence de Paris et de son importance et des défis auxquels le climat est confronté aujourd'hui. Mais on n'a rien vu encore de concret de la part du ministère de l'Environnement, par exemple, ou de la part du gouvernement, des mesures à suivre, ou bien des sanctions qui seront imposées si on transgresse certaines lois. Donc, est-ce que tout ça est en cours de préparation ou bien comment ça va se passer? La conférence est terminée le 11 décembre. Oui. Nous sommes aujourd'hui, sans dire des dates, vers la fin décembre. Vers la fin décembre. Nous sommes quelques jours plus tard. Vous savez, c'est pour vraiment mettre en action un plan de 1, 2, 3 à faire, ça prend du temps. Mais j'en suis sûr que si le président Sisi a prononcé son discours, a assisté et a donné ses instructions, que ce soit au ministre de l'Environnement ou au cabinet, alors je suis sûr qu'il y aura quelque chose bientôt. Parce que l'Égypte fait partie du monde. Si l'Égypte ne fait pas ce qui est demandé par tous les pays du monde, eh bien on sera mal vu. Mais je pense que j'en suis sûr qu'il y aura quelque chose qui viendra. Mais on peut peut-être, par les médias aussi, on peut comment cultiver les gens. Mais le point de vue exécutif, du point de vue ministère, du point de vue côté exécutif, ce n'est pas dans les mains des médias, c'est dans les mains peut-être des responsables. Mais les médias peuvent parler à chaque citoyen, aux téléspectateurs, planter un arbre, ayez des feuilles vertes qui vont causer l'équilibre, essayer de réduire la consommation d'électricité, changer vos lampes en des lampes fluorescentes, essayez autant que possible. Je vous le dis souvent, quelquefois je prends le métro souterrain et je jouis de ça. J'économise du temps, de l'effort. On peut toujours le
le faire. Peut-être pas journalièrement, peut-être pas pour toutes les courses qu'on fait, mais on est capable de faire quelque chose. Et soigner les voitures, comme vous venez de dire, les voitures anciennes ont besoin peut-être de plus de soins pour éviter les échappements gazeux qui dérangent notre atmosphère. Il y a un rôle aux citoyens. Et vous avez aussi un problème de déchets ici en Égypte et du plastique, surtout des sacs en plastique qui sont partout dans les réserves naturelles aujourd'hui, dans les océans, dans les mers, ce plastique. Donc ça aussi c'est un problème. Vous parlez de la pollution, bien sûr, il y a trois genres de pollution, la pollution de la terre, la pollution de l'eau, la pollution de l'air. La pollution de la terre n'est pas toujours en directe relation avec le réchauffement, mais c'est la pollution de l'air. Si on a des déchets de plastique qui montent quelque part, il y a des tonnes. On a calculé... Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faudra absolument éduquer les générations à respecter l'atmosphère, à ne pas polluer l'atmosphère, mais aussi le gouvernement, en attendant, doit imposer des sanctions très vigilantes à ceux qui transgresseront les lois ou à ceux qui nuiront à l'atmosphère. Tout à fait d'accord, parce que on n'est pas toujours discipliné de soi-même. On doit être surveillé quelquefois, mais il faut que ce soit d'abord l'éducation, éduquer les gens et puis leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire et sanctionner au cas où il y a la rupture de ce qu'ils doivent faire, qu'ils ne le font pas. Et je crois que le jour viendra, mais ça prend des générations, ça prend du temps. Des petites choses, mais qui veulent dire beaucoup. Comment ne pas lancer ces déchets quelque part? Comment essayer de respecter la propreté, le système? De les classer? De les classer aussi, de les classer très souvent. En Europe, je vous dis que les déchets sont triés, bien sûr. Sont triés, non seulement sont triés, mais ils sont aussi lavés avant de les jeter à la poubelle. Oui. J'étais surpris quelquefois de le voir, mais ça facilite les choses pour le recyclage. Et dans certains pays, pour le verre, par exemple, on le retourne. Absolument. Le verre est fondu de nouveau, le plastique, l'acier, les métaux, le papier. Hein. Et puis, mais j'espère qu'on arrivera. Mais il faut des sanctions, comme vous venez de dire, parce qu'avec les sanctions, on est capable de contrôler. Oui, je pense qu'on a vraiment encore beaucoup à faire dans ce domaine. En tout cas, on espère que la conférence de Paris sera un bon début pour aligner tous les pays au respect de l'atmosphère et du climat. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse.